Été 1940e France. Après l'effondrement rapide de l'armée française suite chute de Paris, les forces allemandes occupent le nord, tandis que le régime collaborationniste de Vichy gouverne le sud du pays. La France devient non seulement un champ de bataille, mais aussi un marché pour les cupidités, la trahison et les survies. Alors que le pillage nazi s'intensifie des œuvres d'art, de l'or et des bijoux inestimables disparaissent des galeries, des banques et des maisons privées. Pour alimenter son effort de guerre, le régime nazi ne compte seulement sur les soldats, mais aussi sur les hommes d'affaires, les opportunistes et des opérateurs du marché noir. Tandis que certains résistent, d'autres collaborent. Quelques-uns transforment la souffrance d'une nation en un immense gain personnel. Parmi eux se trouve un marchand de textiles juif qui produit des uniformes militaires pour l'armée allemande, l'SS, tout en faisant passer en douce des œuvres d'art et des trésors volés pour le compte de Gestapo. La police secrète nazie, protégée par des fonctionnaires allemands, il prospère sous l'occupation, acquiert des hôtels de luxe et de manoirs, et des propriétés à travers Paris et la Côte d'Azur, tandis que des millions de juifs sont assassinés vers des camps de concentration. Il devient l'homme le plus riche de France. Son nom est Mandel Skolnikov. Mandel Skolnikov est né le 28 janvier 1895 dans les petites villes de Kharkovchine, dont l'actuelle Biélorusse est alors partie de l'Empire russe. Les villes avaient une population majoritairement juive et se trouvaient à environ 5 km de la Lituanie actuelle. On pense que Skolnikov aurait pu être karaïte, une secte dont les croyances sont distinctes du judaïsme rabbinique traditionnel, mais son identité religieuse exacte reste incertaine. Dans la Russie impériale, les karaïtes étaient souvent classés séparément, étaient généralement exempts de lois antisémites qui ciblaient d'autres communautés juives. Skolnikov venait probablement d'une famille de marchands prospères. Son père Agik travaillait dans le commerce du textile. Et alors que Mandel était encore enfant, la famille déménage en Lituanie puis Moscou. Puis il vivait dans une grande maison bourgeoise. En 1916, Skolnikov était déjà actif dans les affaires, servant de grossiste en tissu pour l'armée impériale russe. Après la révolution bolchevique en novembre 1917, il a brièvement continué à approvisionner les nouvelles armées rouges. Cependant, à mesure que le régime communiste consolidait son pouvoir, Skolnikov a choisi de fuir le pays avec ses familles. Dans les années 1920, il refait surface en Pologne, vivant à Varsovie. Puis il travaillait comme banquier et possédait des biens. Après avoir fait faillite et rencontré des problèmes juridiques, Skolnikov s'est échappé à Belgique où il était reconnu coupable de fraude. Tout au long de cette période, des proches l'ont accompagné dans ses fréquents déplacements à travers l'Europe. Au début des années 1930, Mandel Skolnikov s'est installé en France et a changé son prénom pour Michel afin de dissimuler ses origines juives. En septembre 1934, lui et son frère Gisèle ont fondé une société appelée Textima, qui faisait le commerce de tissus d'occasion et de surplus. En un œuvre trop que Skolnikov s'était établi à Paris était connu localement sous le nom de Monsieur Michel. Bien que son entreprise semble modeste, il vivait confortablement et conduisait un rare véhicule de luxe américain qu'une automobile Core. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Skolnikov se livrait également au commerce de peinture et de bijoux rapportés de Russie. De multiples condamnations suivies pour fraude, opérations bancaires illégales, d'exercice illégal de la médecine. En 1935, un tribunal ordonnait son expulsion de France mais tant que juif apatride. Les sentences ne peuvent plus être exécutées. Placé sous surveillance policière, Skolnikov a poursuivi ses opérations. Et dans les dernières années avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, son entreprise a prospéré. Alors qu'il rachetait le stock de concurrents en difficulté et fournissait des marchandises aux grands magasins parisiens. La Seconde Guerre mondiale commence le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne nazie envahit Pologne. L'invasion allemande de France ou de la Belgique, du Luxembourg et des Pays-Bas commençait le 10 mai 1940. Les Belgiques et les Pays-Bas se sont rendus plus tard ce mois par et tombés aux mains des Allemands le 14 juin 1940. Alors que l'occupation allemande de France commençait, Mandel Skolnikov a vu une opportunité. Tandis qu'une grande partie de la population faisait face à la répression, à la faim et à la peur, il a bâti une immense fortune en servant l'effort de guerre nazi. À partir de novembre 1940, il a commencé à faire des affaires avec les Kriegsmarine, la marine allemande qui est devenue son principal client. Selon les termes de l'armistice, la France fut contrainte de payer à l'Allemagne une indemnité quotidienne de 400 millions de francs, soit près de la moitié du budget national. Cet argent contribue à financer des bureaux d'achat gérés par les Allemands en France occupée, dont beaucoup opéraient dans une zone grise légale. Ces officiers achetaient de tous les textiles et du cuir au parfum et au fromage, souvent à des prix gonflés. C'était un système propice aux abus, et parfait pour des hommes comme Skolnikov qui profitent énormément du volume des échangés. Des marges bénéficiaires élevées. Par l'intermédiaire de la Kriegsmarine, Skolnikov a rencontré Hélène Elfriede Zanzon, une femme allemande travaillant dans l'approvisionnement naval. Connue sous le nom d'Ilf, elle est rapidement devenue sa partenaire commerciale et sa maîtresse. Avec son aide, Skorniatov a étendu ses opérations, assure l'accès à l'usine textile à travers la France et la Belgique. Cela inclut non seulement les producteurs français de bottes de soie, de laine et de coton, mais aussi les meilleurs zolos de Belgique. Ils fournissent également des produits de luxe difficiles à trouver.
ce qui le maintenait de faveur auprès de ses clients nazis. À partir de 1942, les SS commencent à surpasser les Wehrmacht et les forces armées allemandes. En tant que force d'occupation dominante en France, l'année présente Skolnikov au Turmführer Freienelke, qui supervisait le bureau économique et administratif de l'SS à Paris. Il avait auparavant servi de secrétaire personnel d'Heinrich Himmler, le chef de l'SS. Angela parlant couramment le français est connu pour son efficacité et est devenu un allié puissant. Angela et sa femme sont devenus proches de Skolnikov et Hélène. Passe au souverain de Victen ensemble dans des villes et des maisons de campagne avec les protections d'Angela. Skolnikov a étendu ses activités davantage. Il achetait des marchandises peu près sèches parfois qu'elles allaient être confisquées. Il y revendait les SS pour un profit énorme. Au plus fort de ses opérations, il aurait gagné 2 millions de francs par mois. Sa fortune était estimée à 2 milliards de francs, l'équivalent de près de 590 millions de dollars américains aujourd'hui. En août 1943 cependant, alors qu'Enelke était en Allemagne, Skolnikov et Kiel furent arrêtés par l'unique anti-marché noir de la Gestapo. Leurs propriétés furent fouillées et leurs activités furent examinées. Après le retour d'Enelke, ils obtenu la libération de Skolnikov et à partir de ce moment-là, Skolnikov travaille exclusivement sous les protections de l'SS, se concentrant sur les investissements à long terme. Skolnikov s'est lancé dans l'immobilier. À partir de 1942, il crée un réseau de sociétés basées à Monaco. Il a même obtenu une résidence officielle. Il va acheter au moins 7 hôtels de luxe, dont le Louvre et le Windsor et Monaco, le Placé, le Grand Hôtel Aix-les-Bains et le Grand Hôtel de Paris. Beaucoup de ces établissements étaient devenus financièrement vulnérables après le krach financier mondial de 1929, ce qui les rendait faciles à acquérir. Skolnikov a également pris le contrôle de Foncier du Nord, une entreprise immobilière en difficulté qui lui donnait accès à encore plus de propriétés. Ses avoirs se sont rapidement étendus et par eux il possédait environ 50 immeubles, surtout autour des Champs-Élysées. En acquérant les Sociétés Générales Immobilières pour 139 millions de francs, il a pris le contrôle d'environ 50 immeubles, dont 16 rue Marbeuf et Paris seulement. Le Monaco qu'il a acheté au moins 6 immeubles à cette ville, devenant finalement le plus grand propriétaire immobilier de les principautés. Ces acquisitions ont fait grimper les prix de l'immobilier si spectaculairement que le gouvernement de Monaco se modifiait pour exiger une approbation officielle pour les transactions futures. À mesure que ces richesses augmentaient, Skolnikov et Hélène ont adopté un style de vie extravagant. Il paraît-il vivait au 19 rue de Presbourg près de l'Arc de Triomphe. Avec un personnel de maison de 10 personnes, il séjournait aussi fréquemment à Monaco. Les collections de bijoux que les habitudes de shopping d'Hélène sont devenues légendaires. Leur week-end se passait dans une ville de château d'auprès de Mâcon. Leur table mange haute réputée comme l'une des meilleures de Paris. Accueillait des contacts d'affaires, des bureaux allemands et des fournisseurs belges. Certains affirment même crime lui-même s'il rendait escorté par Enelke, début à 944, alors que la guerre tournait des avantages de l'Allemagne. Skolnikov commence discrètement à transférer des parties de sa fortune en Espagne. En janvier, il commence le voyage fréquemment en Espagne franquiste. Transporte de l'or et des bijoux. Les services de renseignement espagnols devinrent méfieux. En mai 1944, il fut arrêté en possession d'une grande quantité de bijoux d'une valeur de 5 millions de francs. Enelke intervint une fois de plus. Skolnikov fut libéré le 26 juin. Cependant, il lui fut interdit de quitter l'Espagne. Avec le débarquement de Normandie et la libération de la France en marche, il choisit de rester en Espagne tout autant de protéger son vaste empire immobilier. L'effondrement. La Seconde Guerre mondiale en Europe s'est terminée le 8 mai 1945. Skolnikov, toujours bloqué en Espagne franquiste, est incapable de retourner en France. Restait un homme recherché. Le service de renseignement du gouvernement provisoire français aurait formé un groupe secret pour traquer les collaborateurs qui avaient fui à l'étranger. Les membres de ce groupe ont élaboré un plan pour capturer Skozen et ramener clandestinement en France, le 10 juin 1945. Des agents ont attiré Skozeny dans un piège à Madrid sous prétexte d'une transaction de bijoux. Une fois sur place, il résistait à l'arrestation et a dû être sédatrice fourré dans le coffre d'une voiture en direction de la frontière française. Mais pendant le voyage, Skozen, âgé de 50 ans, est décédé, probablement à cause d'une overdose de sédatifs. Craignant d'être découvert, les agents ont jeté son corps sous un pont près du village d'El Molar, d'environ 30 km au nord de Madrid. L'ont aspergé d'essence et y ont mis le feu. Cependant, il existe un récit contradictoire des circonstances de sa mort. Selon lequel, lorsque Skolnikov s'est défendu, il était battu si violemment qu'il subit une fracture du crâne et mort d'une crise cardiaque. Même les motivations des patriotes du commando Senji Konikov sont remises en question. Certains affirment qu'ils ont essayé de le ramener en France pour récupérer son immense fortune pour l'État. D'autres affirment que c'était pour leur propre enrichissement. Tous les biens de Skolnikov ainsi que ceux des personnes reconnues solidairement responsables ont été placés sous séquestre. Les saisies Skolnikov étaient ce jour les plus importantes de l'histoire de France. Merci d'avoir regardé les chaînes Eldrist J. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Cliquez sur l'icône de notification en forme de cloche pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Nous vous remercions et nous vous retrouverons les prochaines fois sur les chaînes.